Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et nous en parlions il y a quelques instants avec Eliana Gurfinkel. Nous en avons parlé durant toute cette heure d'actualité de cette profanation du cimetière juif de Weisthofen. Weisthofen, c'est une ville, comme nous l'expliquait à l'instant Eliana, c'est un village que vous connaissez bien puisque c'est le village de vos ancêtres, du grand rabbin Max Guggenheim, votre grand-père, de votre père également, le grand rabbin Ernest Guggenheim. Parlez-nous d'abord, qu'est-ce que vous ressentez après avoir appris donc la profanation de ces tombes, dont la tombe en particulier de votre grand-mère, si je ne m'abuse, n'est-ce pas ? Exactement. Ils ont profané hier surtout le coin ancien du cimetière où il y avait aussi, comme vous dites, la mère de mon père qui est enterrée là-bas et la partie neuve du cimetière, plus celle-là, ils n'ont pas touché. Oui, effectivement, c'était extrêmement éprouvant et beaucoup d'émotions. Mon frère, le grand rabbin Michel Guggenheim de Paris, nous a écrit que le maire de Weisthofen lui a parlé et qu'il était bouleversé. Et je pense qu'il y a aussi, de la part de la communauté non juive, en Alsace et à Weisthofen en particulier, une grande émotion. Et je crois que c'était d'ailleurs pas la seule attaque antisémite qu'il y a eu hier en Alsace. Et malheureusement, c'est très, très éprouvant. C'est très fréquent, malheureusement, de voir. On assiste à plusieurs profanations. On se souvient en particulier de la profanation du cimetière de Sarre-Union il y a quelques années. Il reste encore des juifs aujourd'hui à Weisthofen ? Non, d'abord, le dernier juif qui gardait aussi le cimetière, qui s'appelait Monsieur Kahn, est décédé l'année dernière. Et c'est un autre Monsieur Kahn qui s'occupe du cimetière, un certain Olivier Kahn. Et donc, il n'y en a plus. Mais c'est comme elle a dit, Eliana, j'y vais tous les années. On essaie d'y aller tous les années pour se recueillir sur la tombe de nos ancêtres. Et effectivement, c'est très... comment dire, comme je l'ai dit, c'est malheureux et terrible, surtout quand on est loin aussi de voir cette cruauté devant des gens qui n'ont pas de défense. Et en fait, ce qui est fait uniquement pour faire de la peine. Vous pensez que c'est associé à ce qui s'est passé hier en France, c'est-à-dire cette résolution qui a été votée par l'Assemblée nationale qui assimile d'une certaine manière l'antisionisme à l'antisémitisme ? Je crois que la résolution qui a été faite est pour montrer la réprobation de la France par rapport à ce qui se passe au niveau de l'antisémitisme. On a eu des statistiques, je crois, très graves. Quand vous avez parlé beaucoup de cimetières qui ont été saccagés ces dernières années, il y a eu aussi dans le village de Katzenheim, où d'ailleurs mon grand-père aussi, avant d'arriver à Weisthofen, était rabbin là-bas. Oui. Et donc, malheureusement, il y a... on ne va pas faire ici, c'est sûrement une mélange d'extrême droite, de problèmes islamiques et tout. Et donc, effectivement, c'est... Alors, on va peut-être pour évoquer le souvenir de vos grands-parents, parler d'eux, si vous me permettez, pendant 1 ou 2 minutes. Vous pourrez nous dire qui était votre grand-père, Max Guggenheim. C'était un rabbin connu, mais plus encore. Oui, c'est très gentil de dire. Il a fait des études d'ailleurs au séminaire de Berlin, parce que quand il a fait... L'Allemagne avait à l'époque occupé l'Alsace, et donc après il a été rabbin que dans des petits villages d'Alsace, parce qu'ils avaient un serment de ne pas être rabbin dans des endroits où il y avait les orgues, à cause du problème des réformés. Ce qui est très intéressant, c'est que mon grand-père, qui était chargé des mikvaot en Alsace, a effectivement s'occupé de beaucoup de villages et de tout ce qu'ils allaient en autour. Il a été aussi, c'est peut-être moins connu, après avoir été à Weisthofen, il a été à Buxwiller. Et là, il y a eu des Juifs d'Allemagne, de Karlsruhe, qui est allé chez lui, dans la village, pour se former à être agriculteur, pour aller dans le kibbutz de Chafetz Chaim. Et il a fait ce qu'on appelle plus tard, ce que Bnei Akiva a fait comme Archara. Lui-même, il leur donnait la cuisine, il leur donnait les choses matérielles, et il leur apprenait à faire l'agriculture pour leur préparer à la Aliyah en Israël. Donc, c'est lié à on peut dire aussi à notre studio Kalita. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, de nous avoir parlé pendant quelques instants donc, à la fois de votre famille et de cette profanation qui, donc, comme vous le disiez, vous a bien ébranlé. On s'en doute, à vous et à l'ensemble de votre famille. Alors, on va revenir à notre chronique hebdomadaire chaque semaine. Comme nous le faisons avec vous, nous allons parler d'économie, de situation économique actuellement. Et nous allons traiter des sujets que vous nous avez suggérés, en tout cas. Et le premier des sujets... se rapporte à, justement, on en a parlé il y a quelques semaines, de l'indemnisation des habitants du sud du pays après les attaques contre leurs villes, leurs usines par les Palestiniens.
Effectivement. D'abord, il y a une semaine, la Commission des finances avait réglé tout ce qui est le problème des restaurateurs, avait donné des lois, comment indemniser les gens qui n'avaient donc les gens qui étaient les cafés, tout ça, qui avaient perdu de l'argent à cause de cette situation. Hier, Benjamin Netanyahu a signé sur ce qu'on appelle Tzavachava, c'est-à-dire une ordonnance qui permet depuis les dernières années d'indemniser non seulement les professionnels, mais également tous les salariés qui ont été touchés par les événements du Sud, et ils comprennent dedans jusqu'à fin novembre 2019, justement pour aussi englober cette période qu'on a eu il y a quelques semaines de problèmes de sécurité. Ce qui est très important de dire, c'est que cette indemnisation, surtout pour les salariés, n'aura lieu que pour les gens qui sont dans les 40 kilomètres à partir de Gaza, ce qu'on appelle en hébreu Otef Gaza. À l'époque, certains avaient pensé, vous vous rappelez sûrement que le premier jour, il y a eu à Tel Aviv a aussi été touché et il y avait une interdiction d'aller travailler. Donc les gens avaient pensé, surtout dans le service public, que les gens qui seraient de Tel Aviv, et ce qu'on appelle le Gush Dan, c'est-à-dire toute cette région du centre, seraient aussi indemnisés. Et ça, il a été décidé que non, uniquement les gens qui étaient dans ces périmètres qu'on connaît des 40 kilomètres de Gaza. Alors, nous allons parler d'une fusion dans le système bancaire israélien. C'est pas courant et c'est important donc de le mentionner. La banque Mizrahi, une banque célèbre, va fusionner avec la banque Igoud, qui est la banque, si je ne m'abuse, des fonctionnaires israéliens, n'est-ce pas ? Pas du tout. Ah, c'est d'abord, pas du tout. Igoud, c'est le Yahav qui est d'abord. Ah, c'est Yahav, pardon. Bah alors là, je me suis trompé. Bah oui. Maintenant, deux choses. D'abord, j'ai dit dans le titre, un pas. C'est pas encore décidé. Ah. Il s'agit, mais c'est très intéressant pour deux raisons. D'abord, la banque Igoud est une petite banque. Oui, c'est une petite banque. Qui a quelques succursalles et qui a essayé faire... Quelle est sa spécificité ? Elle a essayé de faire de la compétition, d'augmenter la compétitivité du secteur bancaire. Uh-huh. Elle avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, un grand Jimmy qui disait, si vous mettez de l'argent de votre salaire dans votre compte, au lieu de nous vous donnerons 3% d'intérêt, ce qui est énorme, oui, pour cette somme-là que vous mettez. C'est-à-dire c'est énorme en taux d'intérêt, c'est pas énorme en argent. Et elle a essayé comme ça plusieurs fois, par plusieurs moyens, d'augmenter l'intérêt des consommateurs. Le problème est le suivant, c'est que donc à cause de justement cette volonté de Igoud de faire de la compétition, ce qu'on appelle en Israël la Reshut HaTacharut, celle qui est chargée de voir qu'il y a concurrence, avait refusé la fusion entre Mizrahi et Igoud. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés devant le tribunal de cette concurrence, de ce tribunal de la concurrence, en disant Igoud et Mizrahi, la direction, ce n'est pas vrai. Et Igoud, même s'il s'enlève du secteur bancaire, c'est pas ça qui va faire un grand problème par rapport à la compétitivité dans tout le secteur. Et étonnamment, le tribunal a donné raison contre contre la Reshut HaTacharut, contre cette institution de la concurrence, et a permis, pour l'instant, cette fusion. Maintenant, sans doute, on ne sait pas encore, la Reshut HaTacharut, donc cet institut de la concurrence, va peut-être aller jusqu'à la Cour suprême pour empêcher ça. Ce qui est intéressant encore de noter, c'est qu'il y avait plusieurs corps. La Banque d'Israël voulait cette fusion parce qu'elle pense qu'il faut renforcer les banques moyennes. Le ministère des Finances, Kahlon, était contre. Et finalement, il y a aussi le problème des syndicats, c'est-à-dire du personnel. On parle quand même de 1/3 des employés de Igoud qui seraient mis à la porte, ce qui est important. Ils sont 1000, donc on parle de 300 qui pourraient être malheureusement limogés. Et c'est surtout pas les gens qui sont dans les succursales, mais surtout apparemment dans un peu la direction moyenne qui, elle, risquerait de faire des frais. C'est affaire à suivre. Alors, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui a été au cœur de l'actualité la semaine dernière, et en particulier vendredi, c'est ce fameux Black Friday. Alors, je ne sais pas si vous étiez au centre-ville à Jérusalem ou du côté du canyon du centre commercial de Mamilla vendredi, mais on n'était pas loin de frôler l'émeute, tellement il y avait de gens, on se marchait presque sur les pieds dans le canyon, dans le centre commercial de Mamilla. C'est la preuve que les Israéliens ont beaucoup profité de ce Black Friday ?
Vous avez tout à fait raison. Moi, d'après ce que j'ai vu dans la presse financière, vous m'étonnez. Ce que j'ai vu, c'est surtout dans l'Internet. C'est Amazon et les chaînes comme ça, c'est eux qui ont fait ce Black Friday. Je peux vous assurer qu'à Zara, sur Mamila, il y avait la queue loin derrière les caisses. Hein. Alors, effectivement, ils ont parlé qu'il y a eu augmentation par rapport à l'année dernière et du nombre d'achats et du nombre en argent aussi. On a parlé, j'ai vu des chiffres, ce qui m'a étonné, de plus de 900 millions de shekels. Et ce qui est curieux, c'est surtout entre 10h et 2h d'après-midi. Et à 11h30, en une minute, c'est là où il y a eu le plus, je ne sais plus combien de milliers de shekels à ce moment-là. Effectivement, comme vous dites, il y a eu un engouement pour ça, ce qui veut dire qu'Israël fait partie de Ce qui veut dire qu'on ne se porte pas si mal que ça au niveau économique. Hein. Exact. On a parlé souvent que les choses sont mitigées. Alors, un dernier point peut-être pour terminer, bien qu'il soit déjà 9h, on va parler, vous nous parlez de Tesla qui s'est installé en Israël. Je voudrais juste avant ça, 1 minute pour l'électricité. Ah, vous parlez d'électricité. Pourquoi c'est important? D'abord, premièrement, malheureusement, comme on a des choses sont mitigées, les députés, même jusqu'aux députés, ont dit à la compagnie d'électricité, nous avons un problème, vous avez augmenté massivement, on parle de 100%, les gens que vous enlevez d'électricité parce qu'ils n'arrivent pas à payer, ce n'est pas normal. Et ça, c'est un point qu'ils ont noté. Par rapport à ça, mais pour le bon côté, il y a eu 2 choses qui se sont passées hier. Premièrement, c'est fini les boilers. Vous savez que quand vous vous chauffez, surtout en hiver, l'eau, vous appuyez sur un bouton. Et maintenant, ils ont décidé que toutes les nouvelles constructions, il n'y aurait plus de boiler. Ils feraient ou par le solaire ou par d'autres moyens, ce qui va, pour les nouveaux appartements, baisser de moitié la consommation d'électricité, la facture d'électricité des consommateurs. Et une chose très très importante aussi, hier a été vendue pour la première fois une centrale électrique à des particuliers, à des entreprises, ce qui fait que la compagnie d'électricité, vous savez, comme EDF en France, mais ici, c'était un grand endroit, une grande chose de l'État qui était pas privatisée. Elle est dans un système de privatisation. La première, pour nous les consommateurs, la première nouvelle, c'est que normalement au 1er janvier 2020, l'électricité devrait baisser de 4%, justement à cause de cette privatisation. Voilà. Eh bien, on va terminer sur cette bonne nouvelle, après avoir parlé, avoir commencé avec vous notre entretien sur une nouvelle bien plus triste. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, d'être venu ce matin dans notre studio, comme chaque mercredi, à la fois pour nous parler donc de ce qui s'est passé dans votre région natale, si on peut dire, ou dans votre région d'origine, et pour nous parler, comme chaque semaine, de l'actualité économique.